Christelle, François, bonjour. Bonjour. Merci de nous Bonjour recevoir Maxime. ici à Saint-Just-Malmont, Yes. en Haute-Loire. Alors, l'idée de ce road trip, c'est d'aller à la rencontre des opticiens de toute la France pour confronter un petit peu les points de vue, voir comment vous vivez votre métier, comment vous l'avez vu évoluer ces dernières années et comment surtout vous souhaitez le voir évoluer. Déjà, pour commencer, est-ce que c'est bien vous présenter? Nous, on s'est rencontrés d'ailleurs à l'école d'optique avec Christelle en 2000, donc diplômé 2001, école de Saint-Étienne, à l'époque qui s'appelait l'IUP. Après 2 années de médecine acharnée, on a passé le BTS ensemble et puis derrière on a eu tous les deux des postes de collaborateurs salariés jusqu'en 2004. Sur cette période-là, on a aussi fait les modules à l'Institut des sciences de la vision sur contacto, opto, dépistage en santé oculaire. Et en 2004, on a acheté notre premier terrain et on a fait construire notre premier magasin qu'on a ouvert le 1er octobre 2005. Et vous étiez salarié de magasins indépendants, de magasins sous enseigne, c'était quoi votre parcours? François, il avait fait les deux. J'avais fait indépendant et enseigne. Ouais. D'accord. Moi, j'étais chez un indépendant. Ouais. Nos expériences nous ont poussés à créer un magasin indépendant. François a ouvert le magasin et tenu le magasin au début tout seul. J'ai gardé mon poste de salarié. Il fallait bien assurer un petit peu les revenus. Je l'ai rejoint complètement en 2007. Pourquoi cette envie peut-être de créer un groupe comme celui-ci ou vous avez dit on va en faire un, on verra après? C'était quoi l'idée derrière la tête? L'indépendance est venue parce qu'effectivement moi j'avais connu les enseignes. Je ne me retrouvais pas forcément là-dedans. J'avais travaillé chez Lynx Optique et chez Chris et puis j'avais fait aussi des remplacements chez Atoll. Je ne me voyais pas partir dans une enseigne, j'avais envie de jouer l'indépendance. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on savait qu'on voulait jouer l'opticien de proximité, donc petit secteur. J'avais travaillé dans des grosses villes et dans des galeries marchandes, j'avais plutôt voulu... Ça, je savais par contre que j'en voulais pas, donc je voulais échapper à tout ça. En fait, il se trouve que quand on a ouvert le premier magasin, on avait 2 projets en même temps. Et finalement, on a ouvert le premier et le deuxième à 15 jours d'intervalle. Parce que le premier projet devait tomber à l'eau, on s'était basculé sur un autre, et puis finalement, les 2 se sont faits. Et donc en fait, rapidement, on s'est retrouvé tout de suite avec 2 magasins. On s'est retrouvé avec 2 magasins à faire très rapidement. Donc dans une logique d'efficacité, on s'est dit ok, même enseigne, même concept intérieur, même logo, blablabla, et on y va comme ça parce que de toute façon on n'a pas le temps. Au début, franchement, c'était pas une stratégie de développer, c'était une stratégie d'y arriver. De se dire, il va falloir qu'on soit efficace tout de suite. D'où le nom. D'où le nom Juste un regard aussi, parce que c'était Saint-Just-Malmont, donc Juste un regard. Et après, on l'a ouvert à Monistrol-sur-Loire. Effectivement, Juste un regard, il est resté Juste un regard, mais il n'y avait plus de. En tout cas, au départ, c'était Saint-Just-Malmont. Aujourd'hui, vous avez combien de magasins? Et quel est votre modèle en fait? Ce qu'il faut expliquer, c'est que du départ, de cette première histoire de démarrage où il a fallu créer 2 magasins, on aurait pu se mettre chacun dans un magasin, mais c'est vrai que pareil, on avait déjà une fille, déjà un appart. Qui venait de naître. On s'est dit on va appeler un copain de promo et on va lui proposer une association. Donc ça a été le début de ce modèle basé sur l'association. En parallèle de tout ça, que ce soit Christelle ou moi, on donnait aussi des cours à l'école d'optique. J'ai fait ça pendant 4-5 ans et j'avais gardé sur chaque promo des étudiants avec qui ça avait bien matché, avec qui il y avait eu un bon contact et qui en partant, quand on s'était quitté, me disaient « Ah François, si un jour, on pourra peut-être se retrouver ». Je dis « Bah ouais, la route est faite ainsi ». Et en fait, on avait un espèce de boucle de jeunes étudiants de l'époque qu'on avait gardé en contact. Et puis petit à petit, on s'est dit, au fil des opportunités, on a une opportunité là, on va peut-être pouvoir ouvrir là, on va appeler est-ce que ça t'intéresse? J'en sais que c'est ton secteur. Et vous associez à chaque fois? Et à chaque fois, on associait le gérant du magasin. De la même façon ou ça dépend un petit peu du... Ça a été un peu aléatoire au fil des années, par rapport aussi au système bancaire. Parfois, ils nous demandaient d'être plus présents en capital que d'autres. Mais globalement, si on veut résumer et être rapide et efficace, systématiquement, le gérant est associé à minimum 50%. Vous avez combien de magasins aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y en a 18 sous l'enseigne. Okay. Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle de franchise? Ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble un peu. Ça se ressemble beaucoup, sauf que la franchise, on ne voulait pas atteindre ce niveau, entre guillemets, de rattachement, parce que peut-être que c'est notre point de vue qui n'est pas le bon. On avait peur en fait de ce mot franchise parce que ça nous faisait peur quand on s'est installé. Et donc le contrat licence de marque, c'est en dessous de la franchise en termes d'obligations. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de centrale d'achat, vous êtes passé par l'US, c'est ça? Voilà. On est quand même une centrale dans la centrale. C'est pour ça que si tu veux, quand on nous regarde extérieurement, on a toute une franchise. Mais peut-être moins d'obligations. Voilà, eux ont moins d'obligations et nous aussi. On a un contrat de licence de marque auquel est rattaché un contrat de prestation de service. Okay. Comment se porte l'activité en ce moment en général? Nous, pour l'instant, ça va, on est étal. On a fait comme tout le monde une très très bonne année 2021. On a fait une année 2022 forcément
qui a fait un peu serrer les fesses parce que quand on sort 2021, voilà. Et 2023, premier trimestre, pas terrible. Et depuis le deuxième trimestre, ça va, on est bien. Ceux que j'ai rencontrés me disent que c'est beaucoup en dents de scie. Exactement. Il n'y a pas de, plus de règles. Oui, aucune. C'est très compliqué. Aucune. Très bon mois. Exactement. Vous ressentez ça? Exactement. Tout à fait. Depuis 3-4 ans. Okay. C'est même un truc de fou, on en parle souvent. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand je prenais mon agenda de l'année d'avant, c'était quasiment au jour près. Si j'avais bien bossé le 4 décembre 2012, ça se retrouvait l'année d'après. Ça se retrouvait l'année d'après. Maintenant, il n'y a plus rien de vrai. On voit quand même que le jeudi reste traditionnellement une journée plutôt calme et les samedis ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est ça. Nous, les samedis, c'est plus la grosse journée, ça s'est terminé depuis bien longtemps. Ça. Et le reste, c'est du dents de scie. Et parfois, tu vas faire le mois sur les 10 derniers jours, ou parfois tu l'as fait sur les 10 premiers et tu fais plus rien après. Ça, pour le coup, je suis content de savoir que c'est un peu le cas partout, parce que nous, c'est le cas de. Et c'est pour ça que maintenant, on leur dit, vous fiez pas, on est plutôt dans une mentalité de se dire, quand on le fait avant, ce qui est pris n'est plus à prendre, c'est très bien. Mais par contre. Ok, si on dézoome un petit peu de vos magasins et de votre activité, comment vous qualifieriez le marché de l'optique ? Quel est selon vous le point fort du marché, pas du métier d'opticien, du marché aujourd'hui, et le point faible? S'il y a un jeune arrive en disant tiens, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous diriez quoi? Pourquoi c'est bien l'optique, pourquoi c'est pas bien? Moi j'ai envie de faire la même réponse pour les deux, c'est-à-dire que le fait que ce soit un marché sponsorisé par les mutuelles, ça peut être le point fort comme ça peut être le point faible. Pourquoi? Parce qu'on est tributaire. Donc ça aide au démarrage, c'est clair, il ne faut pas se leurrer. Je pense que chaque opticien a démarré facilement parce que c'est sponsorisé. Et au bout d'un moment, ça nous embête. Ça nous embête parce que comme c'est les payeurs, il y a un moment, ils nous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Donc après, libre à chacun de le gérer comme il veut. Donc d'où on suit les réseaux, on rentre dans les réseaux, on sort, voilà. Je trouve que c'est ce qui est assez symbolique dans notre métier parce qu'on ne le retrouve pas forcément dans d'autres métiers en fait. Okay. Et toi, François? Je suis assez d'accord là-dessus. Après, pour moi, le point fort, c'est l'atout santé. On reste quand même un métier de santé, en l'occurrence santé visuelle. Mais pour moi, le point fort et le point à défendre au quotidien dans nos magasins, c'est le professionnel de santé avant tout. Le point faible, on a un marché aujourd'hui sur lequel il va falloir redonner du sens parce que le consommateur est complètement paumé via la multitude d'offres qu'il y a avec une comparaison qui peut être effectivement, je pense, compliquée pour le consommateur. Il est perdu dans les offres, il est perdu dans le réseau par réseau, il est perdu dans l'information qui va être donnée par une mutuelle, dans l'information qui va être donnée par un ophtalmo, en tout cas un parcours ophtalmologique qui est peut-être très rapide, par une multitude de magasins, par à droite une publicité à 29 € monture et vert, et de l'autre côté un équipement Made in France. Il faut qu'on arrive à revenir sur un achat plaisir. La lunette l'a été pendant des années, on l'a un peu perdu, le reste encore un petit peu sur la lunette de soleil. Mais aujourd'hui, ce qui fait que la personne se perd et n'arrive pas à faire de comparatif, c'est qu'elle a perdu la notion d'achat plaisir. Alors, pas tous, heureusement, mais en tout cas, je pense qu'on a une carte à jouer et sur la valorisation de notre profession en termes de santé visuelle et sur la valorisation de nos produits. Est-ce qu'actuellement, vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de vos fonctions? C'est de maintenir justement la motivation et l'amour du métier C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment le point clé sur lequel on essaye de travailler parce que on a des gens qui sont extraordinaires, qui sont passionnés, mais cette passion, comme toute passion, elle peut être éphémère. Et après, maintenir l'envie de rester en magasin, d'arriver à maintenir l'intérêt pour le métier dans cette société qui a tant bougé depuis 2 ans. D'autres priorités ont peut-être pris le devant, quoi. Souvent, mais qui finalement qui est général à la population. Oui, c'est générationnel, c'est pas liable. Non, c'est ça. Et en fait, ce que tu fais, c'est là où c'est hyper intéressant et ça a vraiment de la valeur, c'est que montrer que ce métier, oui, peut-être qu'au quotidien, comme toute habitude, comme toute activité, on peut se lasser. Mais en fait, si on regarde un peu ce qui se fait autour, c'est un métier qui a plein de facettes et qui est très polyvalent et qui peut convenir à plein de personnes, à plein de profils. Et même si un jour on en a marre d'être vendeur, on peut plus se concentrer sur le côté professionnel de santé ou visagiste. Et ça, c'est important, c'est intéressant parce qu'on a des belles personnes, des beaux professionnels de santé qui changent complètement d'horizon parce que le côté vente, le côté réseau de soins, le côté, les énerves, les lasses. Ça peut changer effectivement sur un coup de tête. Et c'est ça la grosse difficulté qu'on a ces dernières années. Il faut redonner du sens en fait. Le recrutement, pour vous, c'est quoi vous en êtes où du recrutement? Le recrutement est parfois compliqué de par le fait que, comme je te disais tout à l'heure, nous on a ouvert beaucoup de nos magasins sur des petites villes.
Le gros, c'est moins de 6000 habitants, donc dans les campagnes. Et parfois, effectivement, ça va être compliqué, quelqu'un qui sort de l'école d'optique de Lyon ou de Saint-Étienne, de lui faire envie sur d'autres choses. D'ailleurs, le temps a montré que les collaborateurs qu'on a aujourd'hui, c'est souvent des collaborateurs qui habitaient déjà du cru, souvent. Alors les gérants, c'est une certitude. Les collaborateurs salariés commencent à venir aussi un peu comme ça. Le recrutement, il est parfois compliqué justement parce qu'on est sur des agendas qui peuvent peut-être parfois être moins alléchants et souples que des gros magasins, des grosses chaînes, où on va leur donner les journées les semaines en 3 jours et demi, tout ça. Nous, c'est pas possible chez nous. La rotation sur les samedis, on a tenté en tout cas de le mettre en place, puisque de toute façon, clairement, moi ça faisait déjà 2 ans que je disais à tous nos associés, en fait on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas la rotation sur les samedis, on va voir partir des collaborateurs qui sont bien chez nous, avec qui ça se passe très bien juste pour une histoire de samedi. Donc il va falloir réagir là-dessus, c'est pour ça qu'on l'a rapidement mis en place. Et puis après, effectivement, on peut être aussi parfois sur des barèmes de rémunération qui peuvent peut-être être pas les mêmes que les grosses villes. Et après, c'est à nous de faire comprendre aussi aux jeunes diplômés que son coût de vie sera bien moindre aussi dans nos villages. Et parfois, ils sont un peu perdus parce qu'ils sortent d'une école, ils se disent « je comprends pas, moi j'ai un copain à Paris, il est payé tant et moi je suis... » Oui, mais en fait, lui à Paris, son loyer lui coûte le double et on va pas se mentir, on n'a pas des CV tout autour du ventre. On en a quelques-uns, mais on n'en a pas tout autour du ventre. On a la chance d'avoir des écoles à côté. Voilà, par contre, on a des écoles. Donc on a quand même, on recrute beaucoup à l'école, clairement. Et après, on a la chance que les jeunes restent. Nous, l'idée c'est de pérenniser dans le temps et de construire. Si c'est possible. Voilà, si c'est possible, bien sûr. Après, tu as toujours des suites conjointes, tu as des départs, tu as des choses comme ça. Mais... Vous êtes combien dans le couple au total ? Quand on est tous, on est une quarantaine. Est-ce que vous avez mis en place ces dernières années quelque chose d'innovant ? Si vous deviez citer une chose innovante que vous avez mise en place et qui a changé votre façon de travailler ou celle de vos collaborateurs, vous diriez quoi ? On a essayé de communiquer différemment. Il y a 7 ans maintenant, je pense, on a fait auditer tous les magasins, on a fait auditer l'enseigne, on a fait auditer tout ça parce qu'on avait besoin d'y voir un petit peu plus clair. À la suite de cet audit, on est rentré en relation et partenariat et on travaille toujours avec eux, avec l'agence 100%, qui est une agence de com strasbourgeoise. Ils ont compris notre univers et on a donné un cap à notre communication et on a essayé de faire une communication un peu qui nous corresponde, c'est-à-dire on est des professionnels, on est dans la santé à bloc, on prône l'examen, on prône le diplôme, on prône tout, mais on aime bien rigoler aussi et donc on a essayé de faire une communication toujours un petit peu décalée, que ce soit sur les chamoisines, sur les tote bags, sur les sacs de livraison, on a toujours essayé de rigoler un peu et dernièrement on a passé un peu la seconde, peut-être on a voulu tenter encore un truc un peu plus punchy et là on a carrément rentrer dans une communication vraiment décalée avec T'as vu juste, avec un vrai faux site marchand internet, avec une com complètement décalée, avec du vêtement, avec des tasses. C'est T'as vu juste. T'as vu juste. L'idée c'était par un message, on va dire, d'humour, en revenir en fait à la lunette. Alors on parle d'une casquette où on a mis en vrai je suis chauve, donc du coup on dit pour la calvitie on peut pas faire grand chose, par contre pour la presbytie on peut. On met beaucoup en avant les opticiens en fait dans nos communications. On prend l'humain à bloc nous. Si ça a changé notre façon de travailler, c'est aussi ça, c'est qu'on met en avant l'opticien par sa personnalité, son professionnalisme. On communique beaucoup sur tous nos collaborateurs et on a un bon cap et du coup on s'éclate parce que la com c'est compliqué. C'est quand même des budgets, mais si du coup tu peux avoir un plaisir c'est quand même plus sympa au quotidien quoi. Okay. Quel est votre avis sur la formation aujourd'hui, BTS ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ou pas sur la formation ? La problématique de la formation depuis quelques années, c'est le recrutement. On a un BTS qui est quand même avec un niveau un peu scientifique qui est assez haut. Depuis Parcoursup, on a un recrutement qui se fait au niveau bac pro essentiellement. Et du coup, on a un gros décalage entre ce qui est enseigné et le niveau de bac. Donc du coup, il y a plus d'échecs depuis ces dernières années qu'il y a encore peut-être, je dirais, 6-7 ans. Donc moins d'étudiants qui sortent. Est-ce que tu trouves que le BTS est adapté Non, il y a besoin de refonte, c'est clair. Il faudrait changer quoi alors ? Le passage en 3 ans, il est nécessaire. C'est que la 3e année, elle apporte l'examen de vue, la contactologie. Aujourd'hui, le niveau de BTS, quand on sort d'un BTS, on ne sait pas adapter une lentille, on ne sait pas manipuler une lentille. Si on veut avoir une reconnaissance en tant que professionnel de santé par les autres professionnels de la santé visuelle, les ophtalmos, les orthoptistes, il faudrait qu'il y ait une harmonisation du niveau. On rajoute autre chose ? Ouais, on rajoute de la gestion, de la
comptabilité, marketing du management. Et management, c'est juste indispensable. Après, on peut envisager un master, soit en santé visuelle, soit en management, gestion. Okay. Ne serait-ce que même des cours de travail en équipe, enfin il y a plein de choses à développer quand même. Je sais pas, de savoir-être. De savoir-être, de savoir-vivre. Ouais. On est en même temps des professionnels de santé et en même temps on est des vendeurs. Oui. Et je sais que pour le coup, il y en a pour qui le mot vente c'est un gros mot. Oui. Mais on a un magasin, on vend, on met une TVA, on est des vendeurs. Alors, sur un effectif de 10 personnes, si on prend un magasin, vous avez 10 collaborateurs. Pour vous, instinctivement, quel est le pourcentage idéal diplômé, non diplômé? Si on n'a pas de problème de recrutement, s'il n'y a pas de problème de budget, peu importe, c'est pas ça l'histoire. C'est une question qui est difficile à répondre pour nous parce que nous, on a toujours voulu avoir tous nos collaborateurs diplômés. Et c'est le cas? Et c'est le cas. Hormis nos apprentis qui vont passer le BTS de fin d'année, tous les autres sont diplômés. Et pour la plupart diplômés plus parce qu'ils ont souvent le BTS optique et les DU, opto, contacto, basse vision et autres. Donc c'est un peu compliqué. On se rend compte quand même dernièrement, on va pas se mentir que on commençait à réfléchir, à se dire bon, de toute façon, comme on galère parfois à recruter, peut-être qu'il faut aussi donner la chance à des personnes pour de la reconversion ou à des forces de vente, etc., etc. Compliqué aussi de répondre à cette question parce que comme nous, on a effectivement plusieurs magasins, mais ça reste quand même des magasins où ils vont être au maximum 4-5. Ça, c'est le maxi chez nous. On est plutôt sur une moyenne de 2-3, nous, sur nos points de vente. Sur un plus gros magasin, pour le coup, c'est le cas de notre plus gros magasin où ils sont 5. Effectivement, là, parfois, on se pose la question de se dire si sur 5, on avait 4 diplômés, une force de vente, ça pourrait apporter pour tout le monde. 20%. C'est pas mon idéal, c'est que je pense en fonction de la taille de la structure. Okay. Mais demain, pour revenir à ta première question, si on avait un magasin de 10 personnes, je pense que deux forces de vente dans le groupe. Moi, je pense que sur 10 personnes, le magasin idéal, on aurait plusieurs niveaux de diplôme aussi. Sur 10 personnes, on peut se permettre par exemple 2 optos qui vont avoir peut-être plus une orientation sur la partie examen de vue et lentilles et une répartition peut-être moitié-moitié sur des diplômés. Sur tous les autres. Même le top, c'est même d'avoir une personne, moi, si demain j'avais un gros magasin à 10 personnes, je me payerais même le luxe d'une hôtesse qui accueille les gens. Clairement. Hier en savoir. Clairement. Si demain, vous êtes nommé ministre de la Santé, pas de budget, pas de syndicat qui vous emmerde, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une réforme sur le marché de l'optique, vous faites quoi? Christelle, elle va faire la reconnaissance de l'optométrie. Ah non, moi, je pense que j'ai des remboursements. Oui, et moi j'allais dire des remboursements total. Ok, c'est mutuel. On libère le marché. Il n'y a plus de remboursement. En l'état des... Enfin, il n'y a plus de remboursement. En tout cas, il peut y avoir des remboursements, mais sans contrôle. Une assurance, en fait. Oui, une assurance. Je pense que le client, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais je pense que le client a besoin de rééducation dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, il n'a aucune notion de rien, parce que justement, il y a ces remboursements qui sont là au milieu. Chaque fois que je vais me chercher un tube d'aspirine à la pharmacie, je suis toujours choqué de voir des gens partir avec des sacs remplis, dire merci, au revoir, et n'avoir aucune notion de la dépense qu'ils viennent de créer. Et parfois même ce sac, ils l'ont encore à la maison de la fois d'avant parce qu'il en restait. Donc le déremboursement, ça rééduque automatiquement. Quel est votre point de vue sur les réseaux de soins? Réseau de soins, nous, notre point de vue a été tranché depuis bien longtemps puisqu'on n'est pas sous réseau. Quand les réseaux sont sortis il y a quelques années, on ne voulait pas être plus débile que les autres, on l'a essayé. On avait beaucoup moins de magasins à l'époque, on en avait 4 je crois, et donc on a essayé sur 2 magasins, on en a fait un chacun. On a duré 7-8 mois, on a tout bazardé, on a dit il n'y en aura plus jamais. Et pourquoi? Parce que ça ne correspond pas au métier tel que nous on le souhaite, parce que ça freine complètement l'anamnèse et l'analyse du besoin client, parce que ça finit de perdre le client, parce que ça finit de dévaloriser complètement notre métier, parce que ça tire le marché vers le bas. Pour moi, ça a été le plus gros point noir des 10 dernières années dans l'optique, c'est ça. Et même après, on s'est rendu compte d'ailleurs, moi j'ai toujours invité tous les opticiens qui m'appelaient pour voir comment vous faites, pour dénoncer ça et leur donner le courage en tout cas de sortir de ça. Parce qu'on peut entendre que certains sont dans des marchés, mais tu comprends, moi si je fais ça, je peux pas, parce qu'il y a machin, parce qu'il y a un truc. Nous, en tout cas, l'histoire a montré que quand on a créé des magasins dans des zones où les autres étaient sous réseau, on y est très bien arrivé. Et on a aussi racheté des magasins qui étaient sous réseau du jour au lendemain de l'acquisition, et on n'a jamais senti de douloureuse de quoi que ce soit. Tous les magasins qu'on a rachetés qui étaient sous réseau, tu les rachètes, tu passes chez l'avocat le vendredi, le samedi, le lundi, tu ouvres, toi tu n'es plus sous réseau. Allez, la première année, tu prends un petit coup de pelle de 7-8%. Tu l'as retrouvé la deuxième année. Sur ce réseau. Donc en fait, donc c'est que dalle. Et finalement, la perte de chiffre d'affaires qui peut peut-être occasionnée, tu la retrouves sur N+2. Par contre, ça se fait pas comme ça. C'est un combat. Allez, j'arrête. Ça se prépare. C'est un combat. C'est des formations, les équipes, en vente.
On va rééduquer, réexpliquer aux clients en fait. On a eu le profil aussi de notamment gérants qui nous ont rejoints, qui se sont associés avec nous et qui avaient peur de passer d'un magasin où vous avez l'habitude de faire des ventes sur réseau. Ils nous disaient mais une création sans réseau, on va pas y arriver. Quoi. Et quand on a essayé ces réseaux, vraiment le sentiment de ne pas offrir le même service à tous les clients qui passaient à la porte. T'adaptes ton discours parce qu'il a un réseau. On avait des fois monsieur, madame s'assoit, monsieur a telle mutuelle, madame elle a celle-ci. En fait on va pas pouvoir vous offrir les mêmes services. Vous avez le droit à un examen de vue, vous non. Vous aurez un verre un peu mieux, vous non, vous aurez pas. Et ça correspondait pas à notre vision du métier. Pourquoi aujourd'hui l'image de l'opticien n'est pas celle que vous voulez vous? On en est arrivé là parce qu'il n'y a jamais eu de communication. Historiquement, les opticiens, on ne peut pas dire que ce soit un corps de métier hyper fraternel. Nous, on a des amis dentistes, on a des amis pharmaciens, on a des amis toubib. Même les audioprothésistes se défendent quand même mieux que nous. Alors, ils sont arrivés en décalé de 15 ans par rapport à nous, donc ils ont appris de nos erreurs aussi. J'ai une petite question sur comment vous voyez l'optique dans 10 ans. Pas comment vous aimeriez voir le marché. Dans 10 ans, ça va se passer comment? Il y aura toujours autant de magasins, il y aura des nouveaux acteurs, qu'est-ce qui va se passer? Quoi, à votre avis? Vu comme c'est parti, je pense que le métier va se scinder en deux. Quand on va avoir d'un côté des opticiens 100% santé et de l'autre côté les opticiens qui vont vouloir sortir de ces remboursements de manière à proposer leurs services, leurs prestations. L'hybride, il n'existera plus, quoi. Moi, je pense. Et toi? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. L'hybride aura plus sa place de toute façon, et il aura plus sa place parce qu'il aura plus sa clientèle. Parce que quand on dit que le marché va se scinder, la clientèle va se scinder aussi. Au même titre que nous, on l'a rencontré, parce qu'on parlait juste avant des réseaux, nous, on a quelque part trié notre clientèle aussi d'être hors réseau. Et en fait, on sait qu'on a une clientèle qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais. En fait, je pense même que les réseaux vont... Moi, je le vois comme ça. Je me demande comment on peut continuer à exister les magasins sur réseau avec ce qu'ils veulent faire du panier A, en fait. Si aujourd'hui le panier A est renégocié avec des traitements supplémentaires, le des réseau verres disparaîtra. encore plus qualitatifs, quel va être l'intérêt pour les consommateurs et pour les opticiens et pour les mutuelles de continuer à maintenir les réseaux? Est-ce que vous auriez une anecdote qui a marqué votre carrière, un truc rigolo, un truc fou, un truc triste? Ça illustre un petit peu le travail de l'opticien à son compte, où on est un peu accroché, enchaîné à notre magasin. Et nous, comme on travaille en couple, on raconte souvent l'histoire où quand j'attendais notre fils, donc le deuxième. Oui, c'est une belle anecdote. Et que jusqu'au dernier moment, on était tous les deux dans le magasin avec notre fille à l'époque qui avait 2 ans. Et puis j'étais en train de faire choisir les lunettes à une dame et puis à un moment j'ai dit à François, je crois qu'il va falloir que j'y aille là. Et on va dire que 3-4 heures après, notre fils était né. Donc ça illustre aussi un peu le... Ouais, bien sûr. C'est la maman d'une copine de ma fille. C'est vrai que je me rappelle de la cliente. Ouais, ça devait être 4 heures de l'après-midi. Du coup, Christelle est partie. Moi, j'ai fini la journée. J'ai fini de prendre les mesures, Et à 19h, je me rappelle très bien, j'ai fermé le magasin à l'heure et je suis vite parti. À 19h30, Robin naissait, je crois. T'as quand même assisté. Ah oui, bien sûr, je suis arrivé à temps. Comment vous voyez l'opticien aujourd'hui qui sort de diplôme par rapport à l'opticien qui est sorti de diplôme quand vous êtes sorti? Je ne sais pas si en fait c'est facile de savoir, parce que nous on a 20 ans d'expérience derrière. Et parfois je pense qu'on oublie comment on était quand on est sorti. Donc souvent j'entends dire ouais, le niveau est vachement mauvais, maintenant ils sont pas bons, ils savent pas dire bonjour, ils savent pas accueillir un client. Et moi de temps en temps j'essaie de faire une rétrospective, je me dis mais attends, toi quand tu es sorti, est-ce que t'étais pas un peu comme ça le matin aussi? Est-ce que t'étais pas comme ça quand le patron est rentré? Alors effectivement nous on avait 2 années de fac avant l'école d'optique, on avait peut-être 2 années de plus. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont très jeunes, c'est pour ça que la refonte du diplôme, elle aurait quand même un intérêt. Ils sont peut-être un peu plus cool que nous, ça c'est une évidence. Mais ça c'est générationnel. On sent quand même qu'ils se mettent pas la pression comme nous on pouvait se la mettre. Mais pour le coup ils sont plus jeunes, ça c'est vrai. Et c'est vrai parce que le recrutement se fait après le bac. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas bête. Alors que je sais pas dans ta promo, mais nous dans notre promo, on avait au moins 2 années de fac. Au moins 1, voire 3 années. Donc tu étais diplômé, tu avais 22 piges. Voilà, aujourd'hui ils ont le bac parfois à 17 ans, ils font 2 années de BTS, ils sortent, ils ont 19. Donc finalement, on avait 3 ans, 4 ans de plus. Et donc c'est sûr qu'en maturité, t'as pas la même. Quoi. Après, le niveau scolaire, quand tout à l'heure je parlais du niveau de scientifique, de maths,
ça, c'est pour avoir le diplôme que c'est important. Ça fait pas un mauvais opticien par contre. On sait très bien que le niveau scolaire et le niveau de capacité en magasin est... Oui, t'as des mecs qui étaient pas bons à l'école. Exactement. Sinon, par contre, il y a un truc pour le coup qui est impératif pour moi, et là on voit réellement la différence, quel que soit l'âge de la personne, quelles que soient les années, les nombres d'années de fac ou autre, c'est l'apprentissage. Le gamin qui sort avec une formation BTS apprentissage et un gamin qui sort sans apprentissage, là l'écart il est comme ça. Et pour moi, il faut prôner l'apprentissage et en magasin, enfin, c'est indispensable. Avec certains acteurs de l'optique, on a eu l'idée là, pendant ce road trip, d'écrire un livre des bonnes pratiques de l'opticien, qui pourrait s'adapter à vous, à des collaborateurs de chez vous, à des collaborateurs d'enseigne, des jeunes, des vieux, papa. C'est le livre des bonnes pratiques de l'opticien. Est-ce que déjà vous voyez l'intérêt de faire ça? Oui, c'est un intérêt, comme dès lors que ça a du bon sens, ça a de l'intérêt. Ouais, Est-ce que vous seriez volontaire pour nous aider à l'écrire? Bien sûr. Ouais, pas de souci. On a eu fait ce système-là. En fait, il y a un jour, on s'est dit, bon, pareil, avec des nouvelles personnes qui rentraient dans l'équipe. Et on se dit, non, mais en fait, il y a des incontournables, il y a des choses qu'il faut écrire. On l'a jamais écrit. Ne serait-ce que dire bonjour. Parce que ce qui peut te paraître naturel pour toi n'est pas pour quelqu'un d'autre, quoi. Bah oui. Et donc pour de vous, le voir c'est quoi écrit. la bonne pratique numéro 1? Chapitre 1. Sourire. C'est d'écouter les gens. Sourire et bienveillance et empathie, quoi. Sourire, bienveillance, l'écoute. Ouais. Et c'est important de le dire avant que les jeunes choisissent ce métier, en fait. Bah oui. Parce qu'ils vont des fois S'ils n'aiment pas les gens, il finir leur faut pas... BTS. Si t'aimes pas les gens, si t'as pas envie de travailler le samedi, si tu veux pas finir à 19h, en fait, il faut pas faire ça, c'est ça. C'est ça. Quel est votre avis sur la téléophtalmologie? C'est sûrement une pratique qui sera inévitable et qui peut apporter un service qui peut être très intéressant. Il faut que ce soit encadré. C'est trop récent et ça n'a surtout pas été effectivement... Encore un truc balancé comme ça, sans aucune analyse. Avec les différents acteurs du métier. Et sans aucune communication entre les trois zones. Le risque de santé, tout simplement, c'est-à-dire de passer à côté d'un problème pathologique. Oui, et puis ça va retomber dans les abus. Parce que c'est pas contrôlé, parce que c'est pas communiqué, parce que la prise de décision n'a pas été faite de manière intelligente. Et que ça risque encore de nous éloigner de la communication avec les autres professionnels de santé. Et ça va finir encore de perdre le client. Client patient, parce que là, du coup, il il arrive dans un magasin, il se dit, moi je comprends pas. Il pense être vu par un médecin. Là, j'ai un écran, un mec qui me parle dans les oreillettes, c'est pas possible. Vous êtes concerné par les déserts médicaux ou pas? Un peu. Demain, il y a un mec qui va vous installer une cabine de téléophtalmo, vous le faites pas? On est déjà venu nous voir pour ça, Oui, pour le coup, on a refusé. Parce que c'est trop récent? Parce que la jurisprudence n'est pas claire et parce qu'en plus, nos rapports et nos relations qu'on a avec les orthoptistes et ophtalmos dans notre secteur, le peu qu'on leur en a parlé, ils sont archi contre. Bien sûr. Dans l'État. Dans l'État. Oui, mais ça peut évoluer. Donc on ne va pas casser des relations... 2023, quoi. Voilà. Donc tu casses pas des relations 3O juste pour un système comme ça. Et en plus, quand on lit un peu les derniers articles là-dessus, pas liés d'ailleurs qu'à l'ophtalmologie, on va parler de téléconsultation générale médecine, d'après les stats, ça fonctionne très bien dans les grosses villes et pas dans les déserts médicaux. Parce que la clientèle et la patientèle des villages et des campagnes, et puis ils sont pas fans de ça. Eux, ils ont besoin d'un contact humain, ils sont dans l'humain, ils sont pas dans la stratosphère de tout est rapide, facile avec mon iPhone. Et en fait, donc du coup, ça résout pas le problème, puisque c'est fait pour les déserts médicaux, et c'est dans les déserts médicaux que ça ne fonctionne pas. Et entre nous, en plus, financièrement parlant, quand on voit ce qu'ils proposent, c'est juste honteux et inadmissible. C'est à la limite de l'escroquerie. Et si je vous dis RSE, ça vous parle? En fait, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a toujours mis des choses en place, sauf qu'aujourd'hui, c'est politiquement correct de le dire. Voilà. C'est Donc, exactement ce que j'allais dire. Moi, je trouve ça un peu ridicule aujourd'hui d'assister à des conférences, à des émissions et que tout le monde à la fin dise moi je trie les poubelles, moi je n'utilise pas de papier. Mais c'est ça en fait. D'être un parti politique. Vous faites plein de choses depuis des années. Ben oui. Vous faites quoi par exemple? Nos melosses déjà sont en circuit fermé maintenant, dès qu'on peut on peut le faire. Depuis des années, on récupère les lunettes, les vieilles lunettes pour des associations. En fait, je pense que c'est une mouvance générale, peut-être un peu plus exacerbée dans les campagnes. Et comme on est plutôt dans des campagnes, c'est vrai que alors équiper tous les magasins de c'est LED, bien sûr. naturel aussi. Mais dans le choix, par exemple, les étuis qu'on va faire griffer, ils sont fabriqués à Annecy, dans microfibre. On va plutôt pousser les gens à acheter des sprays qui sont rechargeables en magasin. On a baissé nos heures d'enseigne et d'éclairage magasin. C'est vrai qu'à une époque, c'était un peu ridicule. On avait tellement... c'est un peu un souci aussi, peur de cambriolage, ça aussi, t'as envie de te faire voir. Et puis finalement, l'autre fois, il y a quelques années, là, on s'est dit, c'est vrai que c'est peut-être un peu con, l'hiver, d'avoir un magasin allumé à partir de 4h du mat jusqu'à minuit, c'est peut-être un peu con. Un opticien qui sort de diplôme, pour vous, il est payé combien? En net,
Non, ils sont plutôt à 35. D'accord. Il va démarrer à 1450, 1500 euros net. Et on va dire qu'un opticien tout jeune diplômé, il va attaquer à la limite de la convention collective. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur les syndicats professionnels aujourd'hui? Je suis assez arrêté là-dessus. Pour moi, le syndicalisme en France, général, c'est la gangrène de la France pour moi. Déjà, le mot syndicat, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal parce qu'on s'aperçoit quand on regarde un peu l'histoire de tout, c'est que ça fait finalement plus de mal que de bien. Alors le syndicat de l'optique, est-ce que c'est à part? On a cotisé pendant des années à Asnov parce qu'il fallait bien cotiser quelque part et qu'on se disait bon, c'est quand même un peu bête, on est toujours en train de râler qu'on n'est pas défendu, mais si tu cotises pas, tu peux pas, voilà. On le fait plus depuis 2-3 ans maintenant. Je pense que finalement on en est là parce qu'on n'a jamais vraiment été bien défendu non plus. Je sais aussi que c'est quelque chose de difficile aujourd'hui. Faire ce qu'ils font, c'est compliqué, donc je veux pas le juger. Je peux juste dire que c'est pas l'éclate et que pour moi, si on avait fait le boulot comme il faut, on n'en serait pas là. Et si on crée un ordre des opticiens? Moi, je reste persuadée qu'il faut, bien sûr qu'il faut être représenté et qu'il faudrait adhérer à quelque chose. C'est juste qu'on ne trouve pas aujourd'hui écho à notre façon de voir le métier. Mais ordre, c'est juste qu'on aurait peut-être plus une écoute de professionnels de santé si on avait un ordre et pas un syndicat. Qui dit syndicat souvent dit politique. Dès qu'il y a le mot politique, déjà c'est que c'est foiré, c'est pourri. Vous attendez quoi du road trip de l'optique? Pourquoi vous êtes inscrit? Un, parce qu'on a toujours été dans l'échange, on aime bien rencontrer les gens. Deux, je trouvais ça sympa aussi de répondre positivement à ton initiative que je trouve cool. Donc je me suis dit, à un moment donné, son initiative est bien, on s'est connus, on s'est relayé, on s'est passé le bâton du relais de l'opticien de l'année. Je trouvais ça permettait aussi de finir la boucle. Et puis voilà, moi à la base j'ai surtout répondu par le respect de ce que tu as fait. Vous allez regarder le film? On le regardera bien sûr. Vous attendez quoi de ça? De découvrir d'autres Discours d'opticiens, discours d'opticiens, histoire. Nous, on adore ça, échanger. Mais t'apprends de tout le monde de toute façon. Il y a des bons opticiens partout. Savoir écouter, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une qualité humaine et une qualité professionnelle. Quel que soit le congrès qu'on a fait ou les réunions, à chaque fois tu apprends quelque chose en fait. T'es jamais bon partout, tu peux pas être bon partout. Et des fois tu rentres le soir, tu te dis putain ouais, ce qu'il m'a dit quand même tout à l'heure, ça fait 15 ans, pourquoi on n'y a pas pensé? Et j'espère que la même personne se dit tiens, ce qu'il m'a dit tout à l'heure va me faire moi aussi progresser. Nous on a envie que ça change, donc on va répondre positivement à tout ce qui est la communication. Alors Christelle et François, est-ce que vous avez un coup de gueule à passer sur la profession avant de passer aux questions-réponses? Il faut qu'on s'écoute plus. Ouais. Et moi, mon coup de gueule, c'est arrêtons de mettre en place des choses qui dévalorisent notre métier et qui tirent le marché vers le bas. Le reste à charge zéro, pour moi, je trouve ça ridicule. Très bien. Vous êtes prêts? Ouais. Eban ou personne? Personne. Personne. Atelier ou examen de vue? Examen de vue. Atelier. Chemise ou polo? Chemise. Polo. C'est énorme ça. Off ou off? Pour l'instant, Joker. Ok. Montage à chaud ou montage à froid? À chaud. Concurrent ou confrère? Confrère. Métal ou acétate? Acétate. Silmo ou Mido? Silmo, jamais fait Mido. Okay. Vous préférez avant le Covid ou après le Covid? Après. Ouais, après. Avoir moins 8 ou avoir plus 8? Ah, moins 8. Ah oui, moins 8. Ouais. Cosium ou Pro-Optique? Eh ben... Pro-Optique. Pro-Optique, alors qu'on est Cosium, mais on n'a qu'une envie, c'est de se tirer. Seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou 15 dans un magasin de 50 mètres carrés? Ouh. Seul dans combien? 150 mètres carrés. Ouais, bah oui. Tu préfères? Bah c'est pas qu'on préfère, c'est que ça nous ressemble plus. Bah oui, mais C'est seul, ouais. seul, ouais. Faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Faire Inventaire. du magasin. Loucher ou diverger? Loucher. Voir double ou voir la moitié des choses? Ah, Faut choisir. Double. ouais, Ouais. Former ou être formé? être formé. Formé. On dit un client ou un patient? Impatient. Impatient. On préfère se planter un tournevis dans le doigt ou changer les plaquettes vertes, bien vertes là? Les plaquettes vertes, je me lave les doigts. Ouais, c'est pas grave, moi aussi. Je Et la changerai ça. dernière question, la plus importante, vous préférez liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Liker le retrait de l'optique. Ouais, bonne réponse. Merci.